Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Je vous remercie de patienter encore une toute petite minute, le temps qu'on ait l'ensemble des participants qui soient connectés. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous allons démarrer ce webinaire organisé par SCS afin de vous présenter les différents dispositifs de financement français et européens. Nous aurons également le plaisir d'accueillir le CNRS qui présentera un dispositif de préservation de l'emploi R&D dans le cadre de France Relance. Les intervenants de ce jour seront Gérard Martinez, qui est directeur innovation SCS, Marielle Campanella, responsable projet européen SCS, Claire Verny, qui est directrice des opérations à la DGI du CNRS, qui nous rejoindra en cours de webinaire, ainsi que Julie Fargeau, responsable service partenariat et valorisation au CNRS. Avant de démarrer, je vous propose un rapide tour d'horizon des prochains rendez-vous SCS à ne pas manquer. Donc, nous aurons l'occasion de nous retrouver le 21 octobre, donc ce jeudi, aux rencontres santé, data et medtech au bioparc de Sophia Antipolis. Le 25 novembre, une rencontre labo Marseille à confirmer. Le 29 novembre, un GT Micro avec Afelim, l'IM2NP au Château-Gombert, Marseille. Le 9 décembre, une rencontre business 2021 à Vidauban. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Nous avions également les WebTech organisés par Fabienne à 11 h le 14 décembre sur la thématique IoT et Asset Tracking, enjeux pour l'industrie 4.0. Et enfin, des webinaires, donc celui d'aujourd'hui le 19 octobre et le prochain sera le 26 octobre avec Stéphanie Schoen sur l'atelier Security by Design, comment faire. Pour vous inscrire à tous ces événements, vous pouvez envoyer un mail à Audrey Rivollet, dont vous trouverez l'adresse sur ce slide. Toutes nos publications sont disponibles dans notre espace membre et les replays vidéo sont accessibles à tous sur le lien qui est également présent sur cette vidéo. Quelques modalités concernant l'événement. Donc celui-ci est enregistré et le replay sera accessible à tous sur notre site web dans la rubrique publication vidéo en replay. Les slides et le lien vers le replay vous seront également transmis par mail après cette intervention. Pour l'utilisation des micros, pour le confort de tous, les micros des participants sont inactifs. Les participants peuvent vous poser leurs questions via le module questions sur le tableau de bord à votre écran. Donc, nous traiterons les questions à chaque fin de session. Pour les caméras des participants, elles sont également désactivées. Seuls les intervenants pourront les activer s'ils le souhaitent. La session est donc enregistrée comme indiqué et nous vous présenterons un petit questionnaire de satisfaction qui durera à peu près 1 minute, le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, nous vous remercions d'avance du temps que vous prendrez pour y répondre. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose de continuer donc avec Gérard Martinez qui va vous présenter donc la partie dispositif de financement français. Merci beaucoup Nadira. Et bonjour à tous. Donc, cette 5e session autour des financements de projets en 2021. Donc, l'agenda qui a été communiqué, je vous le rappelle ici. Donc, vous avez une petite session de questions-réponses après chaque thème. Donc là, on a quand même un concentré assez dense. Donc, on n'ira pas dans le détail de chaque transparent. Ceci étant, vous avez un certain nombre d'informations complémentaires qui sera disponible. Donc, ce qui est très important, c'est toujours d'être le plus au fait de l'ensemble des appels à projets, qu'ils soient nationaux, régionaux, mais aussi, bien entendu, européens ou autres. Donc, peut-être juste un petit rappel, hein, le financement, on en a parcouru sous des aspects donc, de dispositifs fiscaux. Là, le CNRS nous fera un panorama donc, par rapport au plan de relance et à un certain nombre de mécanismes.
Et là, on est sur les appels à projets de manière nominale. Donc, il est important de se rappeler que ce sont des appels à projets qui sont pour de la R&D, hein, principalement, la plupart du temps, même si ces derniers temps, dans le cadre du plan de relance et par rapport au contexte économique particulier que l'on a eu, il y a eu un certain nombre d'appels à projets industrialisation. Bon, ceux-ci se sont terminés, du moins sur cette phase, au mois de septembre. Il y aura peut-être d'autres mécanismes qui vont être mis en place dans le cadre du plan qui a été annoncé par le gouvernement. Donc nous, on va s'inscrire sur la notion de recherche, R&D fondamentale, appliquée, développement expérimental. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces appels à projets, qui sont des aides publiques, existent parce qu'il y a une règle de minimis. Hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas obtenir plus de 200 000 euros d'aide publique pour une entreprise de manière générale. Par contre, il existe un régime R&D qui permet justement, dans le cadre de soutien dans les processus de R&D, donc qui permettent d'avoir des aides publiques telles que nous allons les décrire aujourd'hui. Alors, ce qui est important, on a parlé d'R&D, donc il faut aussi avoir une idée bien précise, hein, et un projet. Le projet est un projet qui s'inscrit dans votre stratégie d'entreprise la plupart du temps, bien entendu, mais qui aussi doit correspondre à, bon, ce sont des généralités, bien entendu, mais il est toujours bon de les rappeler parce que ça reste des critères très extrêmement dimensionnants dans votre processus de maturation et dire aujourd'hui j'ai la capacité de présenter un projet et de répondre à un appel à projet qui pourrait me faire bénéficier d'aides publiques. Donc on parle d'attente de marché, on parle d'innovation, et pas uniquement une innovation fondamentale ou de rupture. Hein. On peut parler d'innovation d'usage, d'innovation de service, enfin, tout type d'innovation. Il y a toujours la notion de verrou, hein, que ce soit un verrou technique, mais des verrous aussi sociétals ou autres. Bien entendu, on va s'attacher à vérifier que vous avez un programme cohérent. Quand on dit un programme cohérent, ce n'est pas uniquement le projet en lui-même, mais comment le projet s'insère dans votre stratégie d'entreprise. Ça s'insère vraiment dans la progression de ce que vous voulez faire, dans une évaluation par rapport à la faisabilité pour un produit que vous voulez lancer. Et donc, bien sûr, derrière, toute la partie viabilité financière, à la fois dans l'élaboration du projet, mais aussi dans son impact économique. Qu'est-ce que signifie faire un projet? Est-ce que ce projet va vous permettre de maintenir un chiffre d'affaires par rapport à un marché en évolution? Est-ce qu'il va vous permettre d'évoluer dans votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'il va vous permettre d'embaucher? Est-ce qu'il s'inscrit dans une filière? Ce qui est assez important. Et bien entendu, la notion de labellisation. Bon, le labellisation, c'est aujourd'hui depuis 2005, hein, donc c'est un label qui est reconnu par la majorité des dispositifs d'aide à l'innovation. En général, il donne accès aux financements publics qui sont opérés par l'ANR, BPI France, l'ADEME et bien entendu les régions. Et dans certains cas, il permet de bénéficier d'un taux d'aide bonifié. Ça veut dire que vous pouvez avoir une aide publique qui est bonifiée de X% par rapport à l'aide publique nominale. Bien entendu, pour que ce ne soit pas discriminant, ce n'est jamais obligatoire, la plupart du temps. En ce qui concerne votre entreprise, les points importants à retenir, c'est que, bien entendu, dans un projet, les travaux et les dépenses qui sont engagées dans ce projet, ça doit être, on parle d'aide publique gouvernementale, hein, donc ça doit être pour des employés sous contrat local. Et bien entendu, sur une entreprise qui est domiciliée avec une entité légale en France. Ce qui est important aussi, c'est que les parties qui sont non financées par les projets restent toujours éligibles au CIR. Donc, en général, pour faire simple, vous avez un projet qui coûte 100, vous avez déposé ce projet, il a été sélectionné, l'État ou la région ou l'organisme
vous fait un financement, une aide publique de l'ordre de 40%, donc il y a 60% qui restent à votre charge. Ces 60% sont toujours éligibles au CIR. Alors, ce n'est pas cumulable sur les 40% que vous avez reçus, mais sur les 60% qui restent, cette partie reste éligible au CIR. Ce qui fait que finalement, si vous êtes éligible à 30%, vous avez 60% sur ces 30%, ce qui peut vous faire pratiquement entre 60% globalement d'aide publique sur un projet. Bien entendu, toutes les ressources et les capacités financières qui permettent de financer les dépenses d'un projet, donc on va s'attacher à vérifier que la société est aussi capable de supporter de manière générale l'autre partie du projet que vous présentez. Donc ceci étant, ça se fait avec des mécanismes qui sont des mécanismes financiers, c'est-à-dire qu'en général, on ne peut pas obtenir plus d'aide que ce que l'on a en fonds propres. Donc 1 euro d'aide est équivalent à 1 euro en fonds propres. Et puis aussi, il y a un critère qui est toujours délicat, hein, mais qui est un critère existant, qui est l'entreprise saine au sens de la CE, c'est-à-dire que les pertes de l'entreprise ne dépassent pas la moitié des capitaux. Donc ça, ce sont des éléments qui font partie quand même de la checklist que vous avez à élaborer avant de vous lancer sur un appel à projet. Dans certains cas, il peut y avoir, et vous le verrez dans les différents appels à projets, dans certains cas, il y a beaucoup plus de souplesse sur la notion de fonds propres ou sur la notion de perte, surtout quand on n'a pas généré de chiffre d'affaires. Mais ça, ce sont des appels à projets un peu spécifiques qui sont vraiment pour la partie amorçage, démarrage de société. Un point de vigilance aussi, c'est de savoir bien situer votre projet par rapport à ce qu'on appelle la chaîne d'innovation, donc le TRL en anglais. La chaîne d'innovation, c'est où est-ce que se situe votre projet? Est-ce que se situe sur des TRL qui sont des TRL bas, hein, donc c'est la recherche technologique, des démonstrations de faisabilité, la validation, ou des TRL beaucoup plus haut qui sont démonstrations d'un prototype, mais qui est déjà fait dans un environnement opérationnel, et puis pratiquement un projet qui est prêt à être lancé sur le marché ou qui est dans une phase d'industrialisation. Tout ça, ce sont des paramètres qui vont aussi vous orienter pour bien sélectionner le guichet, hein, ce qu'on appelle le guichet, donc l'appel à projet, et ne pas se tromper par rapport à une thématique déjà, bien entendu, mais aussi par rapport à un positionnement et une attente pour les appels à projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une logique dans les appels à projet. Hein, c'est vraiment une logique d'intervention. Pourquoi il y a des aides publiques? Il y a souvent une innovation qui est dirigée hein, sur des priorités d'investissement stratégiques. Et il y a un certain nombre d'axes stratégiques qui ont été définis par le gouvernement et qui répondent la plupart du temps à des enjeux d'économie de nos sociétés, mais aussi des enjeux de transition, par exemple, comme on dit. Donc, il y a des stratégies d'accélération dédiées et puis des stratégies d'accélération de croissance. Et puis après, il y a une autre partie qui est plutôt la notion d'innovation structurelle. Donc là, on est plus dans la notion de pérennité. Hein. C'est vraiment soutenir l'investissement d'un écosystème, que ce soit dans la recherche et la valorisation de savoir-faire, mais aussi dans l'écosystème de l'enseignement et bien entendu dans les entreprises innovantes qui bénéficient de ces aides publiques et qui leur permettent de se développer plus rapidement. Donc c'est le financement d'un écosystème et c'est l'incitation à l'innovation. Donc cette notion d'innovation, qu'elle soit dirigée ou structurelle, elle s'inscrit maintenant dans ce qu'on appelle un plan d'investissement d'avenir numéro 4, ce qu'on appelle le PIA 4, et qui à ce jour est doté d'à peu près 20 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. Donc quand vous entendez PIA 4, c'est le plan d'investissement d'avenir qui a été décidé par le gouvernement et qui est doté d'à peu près 20 milliards d'euros. Il a été, parfois on parle du plan de relance aussi, donc il y a des croisements de financement. Donc le PIA 4 a eu une rallonge, on va dire, de 7 milliards dans le cadre du plan de relance. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment se trouver dans le panorama, quand on dit le panorama des appels à projets, dont il n'est pas exhaustif.
Là, on est plus dans une partie nominale qui est celle que l'on a au niveau du pôle SCS par rapport à nos thématiques et par rapport à notre position de marché et par rapport aux technologies qui sont transverses au sein du pôle SCS. Donc là, vous avez un panorama qui vous permet de voir la notion de budget et puis la notion de TRL. Donc, le plan de relance, par exemple, c'était sur des TRL assez hauts et des budgets assez conséquents qui pouvaient démarrer à partir de 500 € donc l'assiette projet, et qui pouvaient aller bien au-delà d'une dizaine de millions d'euros par rapport. Après, vous avez ce qu'on appelle les projets nationaux de type IDEMO, donc qui s'appelait précédemment PSPC et qui maintenant va s'appeler IDEMO. Vous allez avoir le PSPC région dont on va parler, qui s'appellera probablement IDEMO région aussi. Puis après, vous avez les concours d'innovation, concours ULAB, on vous parlera des challenges IA. Les projets duals type rapide qui sont gérés par l'Agence d'innovation de la Défense. Et puis, dans des projets d'innovation en région Sud PACA, qui s'appellent en général PIA ou PRI, ça dépend un petit peu, mais là, on parlera de PIA 4 régions à venir, même si on est encore sur le PIA 3 régional pour cette année. Et puis, bien entendu, les projets qui sont sous la responsabilité de l'Agence nationale de la recherche. Et puis, on vous fera juste un petit bref, une transparence sur les aides BPI qui sont au-delà de ces appels à projets, pour lesquels on a aussi animé un webinar au mois de juin, je pense, donc, et pour lesquels vous avez tout un support à votre disposition, assez dense, mais qui vous permet aussi d'avoir une bonne vision de tous ces financements. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement d'intégrer le panorama, mais aussi d'intégrer le calendrier prévisionnel. Hein. Donc, sur les appels à projets récurrents, hein, que l'on voit donc tout le temps. Et puis après, il y a des appels à projets qui sont liés à l'innovation dirigée. Hein. Par exemple, dans le cadre de la cyber, vous voyez, il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont clôturés ou qui se clôturent ce mois-ci, ou qui vont se clôturer le mois prochain, qui sont en cours. Et il y aura un plan cyber qui est assez conséquent, hein, dont vous avez déjà entendu parler sûrement, pour lequel on est relativement actif au niveau de notre écosystème au pôle SCS, qui sont beaucoup plus dans une innovation dirigée. Donc, ce n'est pas récurrent comme le IDEMO ou le PSPC région, et pour lequel il faut être extrêmement vigilant en termes de préparation de vos dossiers et ne pas attendre de manière générale que l'appel à projet sorte pour commencer à travailler sur le sujet. Donc, on va essayer de vous solliciter dans les prochaines semaines sur les appels à projets à venir, hein, comme le PSPC Région, qui est un appel à projet qui est extrêmement intéressant pour les projets structurants dans notre écosystème, mais qui sont en général des projets collaboratifs. Donc, ça signifie qu'il faut être prêt, au moins dans un consortium, avoir une idée bien précise de la complémentarité des sous-systèmes de chaque entité qui participe qui participe au projet global, et ne pas attendre le dernier moment pour se retrouver dans un rush qui se fait la plupart du temps au détriment de la qualité du projet ou même de l'essence même du projet dans sa logique. Et puis après, vous avez des appels à projets qui sont beaucoup plus faciles à gérer puisqu'ils sont ce qu'on appelle au fil de l'eau. Donc, dès l'instant où vous avez une bonne maturation et une bonne synchronisation par rapport à vos besoins, par rapport à votre feuille de route en tant que R&D de votre entreprise. Et donc là, ce sont ce qu'on appelle les pays à région. Et puis, il y en a un qui est toujours très intéressant, surtout pour l'écosystème du pôle SCS, qui est le concours ILAB. Donc, je vous ai parlé des règles de 1 € de financement pour 1 € de fonds propres ou la société qui n'est pas en difficulté. Bon, ben là-dessus, le concours ILAB ne tient pas compte de ces critères la plupart du temps et qui vous permet donc, dans une société qui est soit en cours de création, soit qui est juste créée, soit qui est créée de moins de X mois, de participer à ce concours ILAB. Et dans notre cas, on attend quelque chose qui est prévu pour la fin novembre-décembre. Mais par contre, je pense qu'il est important pour les sociétés qui seraient intéressées de se préparer très rapidement, de se faire identifier au niveau du pôle
On fait des sessions de labellisation pratiquement dédiées pour les concours ILAB ou les concours INNOV, de telle manière d'avoir quelque chose de bien consolidé et de bien concentré, et surtout de garder une vue sur le timing. Voilà, donc là, le temps passe. Donc, on va parcourir très rapidement, puisque ce sont des fiches synthétiques projets qui sont à votre disposition à la fois sur notre site web, mais à la fois sur cette présentation dont vous pouvez avoir disposition. Donc, ça vous permet très rapidement d'avoir une espèce de vision rapide de quoi on parle. Quand on dit le projet IDEMO, l'appel à projet, ça signifie quoi? Très rapidement, il n'y a pas vraiment de thématique cible. Donc, ce n'est pas une innovation dirigée, c'est une innovation structurelle, c'est quelque chose qui est récurrent. Ce sont des projets extrêmement ambitieux, puisqu'on parle de projets qui ont quand même des durées de 3 à 5 ans. Un gros avantage par rapport aux éditions précédentes, c'est que là, on peut faire des dépôts au fil de l'eau. Avant, on avait des sessions et on avait des clôtures au trimestre ou à l'année ou 2 fois par an. Là, on peut le faire au fil de l'eau avec des relèves intermédiaires. Donc, ça veut dire que les projets sont instruits et non plus instruits à la fin, ce qui est extrêmement intéressant, ce qui vous permet d'avoir des très bonnes préparations. Et surtout, ce sont des projets qui sont extrêmement structurants, mais qui aujourd'hui étaient uniquement collaboratifs dans le passé, qui aujourd'hui peuvent être monopartenaires. Donc encore plus intéressant, avec des assiettes projets qui sont de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc très intéressant aussi. Des financements mixtes, donc c'est un financement avec de la subvention et de l'avance remboursable, donc 75% de subvention et en général 25% d'avance remboursable. Maintenant, il y a des variantes, hein, donc on ne rentrera pas dans les détails en fonction de si on est dans un développement expérimental ou si on est plus dans un développement, on va dire, entre guillemets, classique à définir. Ce qui est important aussi, c'est que les taux d'aide ont été augmentés par rapport aux années précédentes, surtout pour les grandes entreprises, les grands groupes, qui avaient perdu un certain intérêt précédemment par rapport au CIR et qui aujourd'hui voient donc dans la recherche industrielle des taux d'aide extrêmement intéressants, de 50 à 65% par exemple, ce qui n'était pas le cas l'année précédente. Voilà. Et puis après, bon, il y a quand même aussi des éléments qui sont dans le contexte de transition et surtout sur la partie protection de l'environnement. Hein. Et donc là, vous avez les projets causant un préjudice important du point de vue environnement seront exclus. Bon, c'est des critères sur lesquels il faut rester assez vigilant. Et puis après, vous avez un certain nombre de critères de sélection, on ne va pas les détailler. La labellisation, bon, outre l'aspect structurant et l'accompagnement qu'on va vous offrir, est optionnel, mais vous offre aussi un bonus qualitatif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir entre 5 et 10% de plus si vous êtes sélectionné au niveau du taux d'aide. Voilà. Donc là-dessus, on vous sollicite la plupart du temps en direct sur certains projets qu'on connaît. Maintenant, il y a certains projets qui sont toujours en gestation au sein des entreprises pour lesquels on n'a pas d'informations. Et donc, on vous invite à vous manifester, surtout si vous êtes sur un aspect collaboratif pour lequel on a, nous, toute une série d'informations autour de notre écosystème, soit des startups, soit des grands groupes, soit des académiques ou des labos qui sont positionnés sur des thématiques ou des technologies bien précises pouvant s'intégrer dans un projet collaboratif. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, surtout que dans ce cas de figure, c'est des relèves au fil de l'eau, donc avec beaucoup plus de souplesse maintenant, on est capable de faire des montages rapidement et de les déposer rapidement. Alors, il y a aussi, pour certains projets européens qui ne sont financés qu'à 50%, pour lesquels vous êtes sélectionné dans le cadre de projets européens, le IDEMO peut compléter les 50% qui restent. Donc là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail, mais certains projets pour lesquels vous avez répondu dans le cadre de programmes européens ne sont financés qu'à 50%.
Et à partir de là, l'État français peut vous financer ces 50% dans ce qu'on appelle un projet de type IDEMO. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous allez déposer votre projet sur un guichet européen, vous êtes sélectionné et ensuite, il faut ensuite le déposer pour avoir encore les 50% restants. Il faudra aussi faire le processus au niveau de l'État français. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est un peu le même principe que ce que je vous ai décrit précédemment. Le PSPC région, donc comme vous le voyez, c'est à venir. C'est la même chose que ce que vous avez, que le IDEMO. Et là, on a gardé le nom pour l'instant PSPC région parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais il est fort probable qu'il s'appelle IDEMO région. C'est la même topologie que ce que je vous ai parlé précédemment, si ce n'est que c'est au niveau d'un financement à la fois de l'État et à la fois de la région, et qui vous permet d'avoir des projets avec des assiettes beaucoup plus réduites, de 1 à 4 millions d'euros, si on prend les chiffres de l'an dernier, et qui vous permet d'être collaboratif et potentiellement, je ne sais pas encore, mais s'il pourra peut-être être collaboratif ou monopartenaire. Voilà. Donc là-dessus, c'est le même processus. Donc c'est un appel à projet qui est en général avec un bon taux de succès par rapport à la volumétrie que l'on peut gérer et qu'on peut accompagner au niveau du pôle. Et il a un gros intérêt, c'est qu'il peut être interrégional, c'est-à-dire que vous pouvez faire un consortium avec d'autres sociétés ou d'autres académiques qui ne sont pas nécessairement situés dans votre région. Ensuite, il y a les appels à projets qui sont un petit peu plus dans le dirigé ou dans le contextuel. Et donc là, il y en a un, par exemple, qui se termine au mois de mars 2022, qui est sur une thématique de l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est tout ce qui est évaluation du bénéfice médical ou économique des dispositifs médicaux numériques à base d'IA. Donc là, on parle parfois et la plupart du temps de projets un peu medtech et on est la plupart du temps en collaboration avec d'autres pôles, et principalement le pôle Eurobiomed, où on peut faire des labellisations, des doubles labellisations pour donner beaucoup plus d'appui au projet par rapport à une thématique bien précise. Donc là-dessus, ce sont des projets qui sont très abordables puisque ce sont des budgets qui vont de 200 à 5 millions d'euros et qui sont en général monopartenaires et qui sont de type subvention. Voilà. Un appel à projet qui s'appelle aujourd'hui PIA régional, qui est l'appel à projet qui a le plus de succès au sein du pôle, qui est géré par la région, la plupart du temps, et la région et l'État, mais surtout par la région, et qui, lui, s'inscrit à la fois dans des stratégies dirigées par rapport à des filières de la région, donc en ce qui nous concerne, toutes les technologies du numérique, bien entendu, mais aussi la santé, la silver economy, et puis de manière générale, puisqu'on est dans le numérique, tout ce qui est en transverse de ces filières. Et là, on a deux typologies de projets, des projets qui sont soit dans la faisabilité, soit dans le développement et l'industrialisation. Donc dans la faisabilité, des projets très courts, des projets d'1 an, avec des TRL assez bas, qui vous permettent d'avoir des budgets de 200 à 400 K euros et des subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 K euros. Et puis ensuite, si vous pouvez même être sélectionné pour un projet de faisabilité, et puis l'année suivante, être aussi sélectionné pour un projet en développement industrialisation. Donc là, on est plutôt sur des TRL de 5 à 8, et là, on est sur des projets qui peuvent aller sur des budgets de 400 à 1 million d'euros. Et là, on est plutôt sur de l'avance remboursable avec une gestion de risque, sachant que l'avance remboursable en cas d'échec de commercialisation ou d'industrialisation ne représente plus que 30% de ce qu'on vous a avancé et les 70% sont gérés dans le risque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des très bons taux de succès sur ces appels à projets, avec 40% sur la faisabilité et 60% sur la partie développement industrialisation. On aura une mise à jour de ces métriques à la fin de l'année, mais c'est une tendance que l'on conserve et qui est à peu près celle que l'on a aujourd'hui, peut-être même un peu plus par rapport au contexte du plan de relance, mais ce sont des taux de succès que l'on arrive à maintenir dans le cadre de nos projets labellisés. Donc je vais accélérer.
Donc, la partie cyber, qui est aussi une innovation très dirigée. Donc, là-dessus, vous avez un certain nombre d'appels à projets qui sont en cours. Il y en a un qui s'est terminé donc, cette semaine et il y en a encore un autre qui se termine très prochainement, pour lequel on a accompagné un certain nombre de projets au sein du pôle qui sont très orientés sur la notion d'innovation, très orientés sur la notion cyber, qui est une thématique et une problématique forte, à la fois par rapport à des contextes, mais aussi par rapport à la digitalisation de nos entreprises. De la même manière, dans le cas du grand défi, donc il y a des sous-thématiques. Donc là, il y a la partie Cyber Threat Intelligence, donc qui est une thématique. Il y en a énormément, donc on ne va pas les détailler. Elles sont disponibles à la fois sur le site du Grand Défi et puis en synthétique sur notre Internet. Et puis, un élément aussi extrêmement dimensionnant, c'est tout ce qui est relatif à l'Agence nationale de la recherche, donc les ANR. Donc là, de la manière générale, tout le secteur académique, tous les labos sont bien au fait de ces appels à projets et pour lequel donc on est sur beaucoup d'axes de recherche scientifique et puis des domaines extrêmement dimensionnants. Donc là, on ne va pas le détailler non plus, mais je pense que de manière générale, tous nos membres académiques sont très bien au fait et nous sommes aussi extrêmement bien rodés sur la partie labellisation. Donc un élément qui est pas assez développé, je pense, au sein du pôle, qui est tout ce qui est autour des appels à projets rapides, qui sont aussi au fil de l'eau et qui sont gérés par l'Agence d'innovation et défense, donc reliée à la DGA et toutes les entités gouvernementales défense. Là-dessus, on a des technologies au sein du pôle qui se retrouvent parfaitement dans toutes des applications au niveau de la DGA. Très intéressant aussi puisqu'on est sur des dépôts au fil de l'eau. Et on fera pas mal d'emphase puisque maintenant on va signer une convention, ou on a signé une convention avec la DGA. On mettra beaucoup plus d'emphase dans les mois qui viennent pour inciter justement l'ensemble de notre écosystème à déposer des dossiers de plus en plus, je dirais, orientés par rapport à cet appel à projet. Concours ILAB, donc le concours Innov, c'est terminé, donc j'en parlerai pas, il sera récurrent, donc on commence à le connaître. Mais le concours ILAB, c'est vraiment pour encourager la création et le développement d'entreprises. Donc là, on va parler de start-up, de TPE, qui sont en cours de création, qui viennent juste d'être créés et qui n'ont pas nécessairement tous les critères qu'on a vus précédemment ou qui ont du mal à se positionner sur les appels à projets précédents. On est quand même sur des taux d'aide et de subventions qui sont très intéressants et qui sont vraiment orientés pour la création et le développement et surtout faisabilité technique, économique et juridique. Donc là-dessus aussi, n'hésitez pas, c'est des projets des appels à projets qui vont sortir dans le mois qui vient ou en décembre au maximum pour des dépôts qui vont commencer à partir de janvier, février. Et puis après, il y a des appels à projets qui sont directement opérés par le pôle SCS en collaboration avec d'autres pôles comme le pôle SAFE. Donc là-dessus, c'est très orienté sur une thématique qui sont des challenges IA. Donc là-dessus, le pôle SCS a été doté d'un budget et opère avec le pôle SAFE. Donc là, on est sur notre troisième vague. On a un lancement donc, en novembre pour ce qu'on appelle les sponsors. Donc, ce sont les sociétés, en général les grands groupes tels que DGA, Nexter et ainsi de suite, qui sont sélectionnés avec des thématiques sur des projets qui nous ont semblé répondre aux critères de ces challenges. Et ensuite, donc, le pôle SCS et le pôle SAFE vont faire des sous-appels à projets pour des lauréats. Donc, ce sont des tickets qui sont de l'ordre de 100 € Là, vous avez sur la droite les sociétés sponsors qui ont été sélectionnées précédemment sur les vagues 1 et 2, donc leur nom, et qui sont
Et puis là, vous avez les nouveaux qui sont en cours pour la vague 3, si ce n'est pas terminé. Et là-dessus, nous avons une personne qui est dédiée pour ces challenges, qui est chez nous, Fabienne de Thomas, dont vous avez l'email. Donc c'est un guichet qui fonctionne très bien et qui n'est pas uniquement, comment dirais-je, limité aux membres du pôle, hein, qui est ouvert au niveau national. Voilà, et pour terminer, donc n'oubliez pas qu'au-delà des appels à projets, donc là je me permets de présenter une slide, mais je n'irai pas dans le détail, une slide donc BPI. Nous avons animé un webinaire avec BPI et nous avons signé un partenariat avec BPI. Donc vous avez toutes les aides qui sont des aides à l'innovation, des prêts d'amorçage, des prêts d'innovation, la partie investissement sur fonds propres, qui vont dépendre à des phases ou à des thématiques au sein de votre entreprise, de l'innovation, du financement, de la garantie, la problématique des fonds propres et l'export. Bon, là-dessus, vous avez tout un mécanisme. Donc, on fait aussi l'accompagnement, hein, de nos membres pour mener à bien leur dossier. Je dirais que c'est du même acabit que les appels à projets. Ça veut dire que les dossiers doivent être parfaitement définis. Il faut éviter d'avoir des dossiers qui sont à la fois en ébauche ou qui ne sont pas du tout bien ficelés, parce que c'est tout à fait les mêmes critères que vous avez précédemment. Mais bon, les aides BPI sont des très bons compléments. Parfois, vous ne trouvez pas, vous n'êtes pas sélectionné parce que les appels à projets ont un aspect arbitraire aussi, hein. Il y a toujours, si vous êtes sur un concours, comme son nom l'indique, c'est un concours. Donc, même si votre projet est très bon, malheureusement, vous pouvez ne pas être sélectionné. Et auquel cas, vous avez quand même une problématique de financement à court terme ou moyen terme. Et là-dessus, on peut aussi continuer à vous accompagner sur tous les niveaux d'aide. Voilà. Et puis, bon, ben, notre rôle, bien entendu, au-delà de l'information que l'on peut vous transmettre, tel que je le fais maintenant et rapidement, l'accompagnement et la labellisation SCS, c'est tout ce que je viens de décrire, hein, cibler, identifier des partenaires, mais c'est aussi bénéficier de l'expertise du pôle, c'est vous aider à améliorer le contenu et la forme du projet s'il le faut. C'est surtout éviter les erreurs éliminatoires, hein. Typiquement, votre niveau de fonds propres n'est pas bon. Soit on vous aide à voir comment vous pouvez améliorer ce niveau de fonds propres dans l'accompagnement d'une levée ou par rapport à un timing ou par rapport au fait que vous avez déjà des lettres d'intention par rapport à des investisseurs et auquel cas, donc, on se fait fort de le communiquer auprès de la BPI ou auprès de l'opérateur de l'appel à projet, pour signifier qu'on dépose le projet, on ne répond pas bien aux critères, mais par contre, au moment des sélections, tout sera bouclé. Bien entendu, tout ça, c'est pour vous faire gagner du temps, vous accompagner et surtout, vous ayez la possibilité de démarrer sereinement. La plupart du temps, vous êtes un peu noyé par tout ce type d'informations. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous et dire, écoutez, j'ai rien compris. Comment vous pouvez m'orienter sur les appels à projets que vous avez cités? Et là-dessus, on essaye d'être le plus synthétique possible et vous accompagner. Le processus type, après, c'est quand on a diagnostiqué le fait, on va vérifier l'éligibilité, donc tout ce que je viens de dire, et puis après, on rentre dans un processus de labellisation. La labellisation qui est en général préliminaire au dépôt du dossier sur l'appel à projet. Donc là, on a toute une série de phases qui est tout l'accompagnement qu'on fait préalable et ensuite on passe sur des commissions de projet qui vont vous labelliser ou pas. Ça, il faut accepter la règle du jeu. La labellisation n'est pas systématique. Parfois, elle se fait en plusieurs phases. Vous avez un projet ne peut pas être labellisé, mais avec certains niveaux de réserve. Donc, on vous passe sur une labellisation, une deuxième revue pour une labellisation, pour avoir cette labellisation. Mais on peut aussi échouer parce que le projet, par rapport à une expertise technique, finalement, ne répond pas bien aux questions qui ont été posées ou ne nous a pas convaincus. Donc là-dessus, nous, en tant que pôle SCS, on va faire le maximum. Par contre, on a une commission projet qui est neutre
et qui peut, au même titre qu'une commission qui peut exister dans un appel à projet, ne pas nous sélectionner. Bon, c'est relativement rare puisqu'en fait, on fait plusieurs itérations et on essaye d'avoir un travail préliminaire avant de rentrer dans une commission de projet. Donc, je vous ai parlé de notre commission projet. Notre commission projet, c'est un groupe d'experts qui est à la fois représentatif de notre écosystème, que ce soit donc des startups, des PME, des ETI, des grands groupes et des académies, à la fois des experts sur marché, des experts techniques et des experts au sens économie, hein, puisqu'en fait, il y a toujours la viabilité d'un projet par rapport à sa création de valeur, que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit en développement économique ou que ce soit en création d'emplois. Donc là, vous avez, on essaye d'être le plus dynamique possible, d'avoir un comité d'experts qui se renouvelle un petit peu chaque année par rapport aux orientations du pôle, par rapport aux innovations, est-ce qu'on est dans le dirigé, dans le structurel. Donc là, vous avez la liste, il est totalement transparent, il se veut neutre. S'il y a un parti pris par rapport à un projet ou un aspect de concurrence potentielle, on se fait fort de ne pas inviter les personnes qui pourraient perturber, vous perturber par rapport à un projet que vous déposez. Et puis sur la droite, eh bien, un petit peu notre CV hein, au sein du pôle, c'est le nombre de projets, l'expertise que l'on a. Hein, donc on essaye d'être dans la continuité, mais de se renouveler constamment, se renouveler par rapport au contexte, se renouveler par rapport aux besoins de nos membres, par rapport à vos besoins, que ce soit dans l'accompagnement. Donc, on essaye de faire quelque chose le plus personnalisé et puis le plus coopératif. Hein. On n'est pas là pour vous, comment dirais-je, vous limiter. On est vraiment là pour vous aider à vous développer et surtout et vous accompagner au mieux par rapport à un objectif qui est d'obtenir de l'aide et donc des subventions, de l'aide publique par rapport à une problématique financière finalement. Voilà, et la notion de labellisation est une notion qui n'est plus obligatoire, qui l'a été au début, mais qui ne l'est plus afin de ne pas être discriminant par rapport aux appels à projets pour le public. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de succès quand on est labellisé sont plus intéressants et voire le double par rapport à des projets qui sont non labellisés. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long, Nadira. Maintenant, dès l'instant, vous avez des demandes d'informations, quelles qu'elles soient, projets nationaux, régionaux, aide des pays, accompagnement. N'hésitez pas à nous solliciter. Nadira se fait fort d'être la plus réactive possible. Moi-même et l'ensemble de l'équipe, on est prêt à se mobiliser pour personnaliser au mieux vos besoins par rapport à ces appels à projets. Donc Nadira, peut-être prendre les questions-réponses à la fin, puisqu'on est, j'ai un peu dérapé sur le timing. Oui. Comment tu vois hein, on peut traiter les questions. On a une seule question, donc je pense que ça va être assez rapide. On a une question concernant les fonds propres que tu as présenté, donc l'obligation entre guillemets d'avoir le niveau de fonds propres équivalent à la demande d'aide. On pose la question à savoir si c'est les fonds propres ou les quasi-fonds propres. Écoutez, c'est toujours un débat. Prenez votre liasse fiscale et regardez la notion de fonds propres. Après, la notion de quasi-fonds propres, donc là, vous allez parler du compte courant d'associés et autres. Hein, j'imagine que c'était derrière ce qui était derrière la question, ou ce qu'on appelle l'effet d'accordéon qui permet de réinjecter dans les fonds propres. Oui, c'est tout à fait possible, mais à ce moment-là, c'est un petit peu spécifique et il faut être extrêmement vigilant sur la manière dont on le fait. Mais effectivement, donc déjà dans un premier temps, focalisez-vous sur la notion de fonds propres et la notion de quasi-fonds propres, oui, ça le fait. Mais il faut être le plus transparent possible sur ce qu'on va mettre dans la quasi-fonds propres et éviter des discussions sans fin, sachant qu'après, vous allez passer dans une moulinette de financiers qui vont appliquer des critères drastiques. Bon, j'espère que j'ai répondu. Maintenant, ceci étant, si vous avez ce type de questions, durant le diagnostic que l'on fait avant de vous dire et de vous lancer dans un appel à projet, on regarde ça, c'est une des questions préliminaires que fait Nadira,
lorsque vous émettez le souhait de rentrer dans un projet. Et là-dessus, elle va très rapidement vous orienter, vous accompagner et vous valider ou pas le mécanisme que je viens d'évoquer. Parfait, merci Gérard. Ok, écoutez, donc là-dessus, je pense que je peux passer la main maintenant à quelqu'un. Donc voilà, je me déconnecte. Je passe la main à Chantal Verny. Je te laisse introduire. Donc Chantal, bonjour. Je pense que vous êtes connecté. Donc tout d'abord, merci de cette participation. Donc on essaye chaque session d'inviter nos partenaires. Donc là, vous êtes vos partenaires et on vous donne la main pour dérouler votre présentation. Merci à vous. Merci. C'est moi qui projette ou c'est vous? Oui, c'est vous qui projetez. Je vous ai donné la main. Okay. Alors, on a également Julia Fargeau, je pense, qui est connectée. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on voit le bureau pour le moment. Alors, attendez, parce que je ne sais pas où il est mon écran. J'arrive pas à projeter. Non, c'était parfait. Envoyez votre PowerPoint. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à vous le... Mais vous l'aviez glissé sur l'écran, le voyez. Oui, mais ce n'était pas la bonne version. D'accord. Autrement, sur le dashboard du GoToWebinar, vous pouvez avoir dans la partie écran, vous sélectionnez l'écran que vous voulez. Si vous avez plusieurs écrans sur votre domaine. Alors, attendez. Si ça prend trop de temps, je le mets sur mon écran et puis je déroule. On a fusionné les présentations. Je vais réussir à le retrouver. Voilà, est-ce que vous le voyez là? Oui, là on le voit. Okay. Oui, donc on a 10 minutes devant nous, c'est ça? C'est-à-dire que c'est assez court. Donc je vais aller rapidement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va faire ça à deux voix. Moi, je suis Chantal Vernis, je travaille à la direction des opérations, à la direction générale déléguée à l'innovation du CNRS. Et puis, Julia Fargeau interviendra également en fin de réunion. Elle est responsable du partenariat de la valorisation pour la délégation Provence et Corse. Voilà, et donc elle fait partie de vos interlocuteurs de proximité. Je vais passer en mode présentation. Voilà. Donc, on est là pour vous parler de la mesure de préservation de l'emploi de la R&D des entreprises. Le contexte général, c'est une mesure qui a été prise dans le cadre du plan France Relance. Je ne vais pas revenir sur ce plan dont vous avez déjà entendu parler. Les objectifs alors, c'est la seule mesure qui est opérée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans France Relance. C'est une mesure à laquelle 300 millions d'euros devraient être consacrés. Et l'objectif, c'est de soutenir plus de 2000 emplois. L'objectif de cette mesure, quand elle a été pensée et décidée, il était double. Il était qu'avec la crise sanitaire, on pensait qu'on allait avoir
une forte montée du chômage chez les jeunes diplômés. Et donc, il s'agissait de leur mettre le pied à l'étrier au travers de cette mesure. Et on pensait également que les entreprises qui allaient être fragilisées risquaient de réduire leurs investissements en R&D. Et donc, la mesure vient en appui pour faciliter justement l'insertion professionnelle des jeunes et faire en sorte que l'investissement en R&D des entreprises ne s'effondre pas. Alors, les opérateurs de cette mesure, c'est important parce que ce ne sont pas les entreprises qui vont en bénéficier directement, ce sont des structures de recherche comme le CNRS, mais également comme des universités, par exemple, ou d'autres EPST comme l'INRIA, l'INRA, l'INSERM. Sont donc elles qui ont contracté avec, sont ces structures qui ont contracté avec l'ANR, qui gère pour le compte du MESRI ces 300 millions d'euros. Et donc, ce sont elles qui vont percevoir l'aide de l'État, sachant que cette aide a vocation exclusivement à prendre en charge une partie de la rémunération de personnel de R&D qui serait engagé dans une collaboration de recherche entre ces structures de recherche publiques, dont le CNRS, et des entreprises. Alors, au niveau du CNRS, en termes d'efforts, sur les 2000 emplois qui sont visés par l'État par cette mesure, le CNRS, normalement, devrait agir sur à peu près 300 emplois. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de prendre en charge une partie de la rémunération de ces personnels sur des programmes de recherche collaborative. Et pour ça, il y a 2 grands volets, au total 4 actions qui vont être mises en œuvre. Le premier volet porte sur l'accueil dans un laboratoire du CNRS. Alors, je mets CNRS partout, mais ça vaut également pour toutes les autres structures de recherche qui sont impliquées et peuvent bénéficier de cette mesure. Donc, ce sera l'accueil dans un laboratoire du CNRS de personnels de R&D qui sont actuellement en CDI dans une entreprise et selon 2 modalités possibles. La première action, c'est la mise à disposition de personnel de R&D d'entreprise au sein d'un laboratoire CNRS pour exécuter un contrat de recherche collaborative. Une mise à disposition qui peut aller de 12 à 24 mois. Et puis, l'action 2, c'est la mise à disposition au sein d'un laboratoire de personnel de R&D, toujours, qui sont dans les entreprises, en CDI, mais avec vocation à faire une formation doctorale, c'est-à-dire qu'on offrirait la possibilité à des personnels chez vous, quel que soit leur âge, de faire une thèse en milieu de carrière dans le cadre de ce contrat de R&D. Et donc, forcément, la mise à disposition dans ce cas serait la durée de la thèse, c'est-à-dire 36 mois. Le deuxième volet, c'est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, ce serait de recruter directement en CDD par le CNRS ou toute autre structure de recherche des jeunes diplômés dans le cadre de contrats de collaboration de recherche qui seraient passés entre des laboratoires de ces structures de recherche et des entreprises. Et ça, selon 2 modalités possibles, ce qu'on appelle l'action 3, ce sont des jeunes diplômés de niveau master, c'est-à-dire Bac+5, qui seraient recrutés et accueillis dans un laboratoire du CNRS en CDD pour 24 mois maximum et qui seraient partiellement affectés dans l'entreprise dans le cadre toujours de ce contrat de collaboration de recherche. L'action 4, elle vise non pas des masters, mais des gens qui ont un niveau, qui ont déjà passé leur thèse et qui seraient en CDD toujours dans l'établissement, c'est-à-dire le CNRS, accueillis dans un laboratoire et partiellement affectés dans l'entreprise, pour une durée de 24 mois maximum. Donc voilà les 4 actions sur lesquelles la mesure permet de prendre en charge jusqu'à hauteur de 80% de leur salaire. Les 4 mesures qui sont les 4 actions qui sont actionnables. Vous avez compris que pour pouvoir utiliser cette mesure, le prérequis, c'est d'avoir un contrat de collaboration de recherche
avec le CNRS ou avec toute autre structure de recherche publique. Ce contrat de collaboration de recherche, ça peut être un nouveau projet, c'est-à-dire vous ne collaboriez pas avec un laboratoire, mais vous allez collaborer, donc c'est un nouveau projet, ou un avenant à un contrat de collaboration qui existerait déjà. Mais à ce moment-là, il faudrait que ça porte sur un axe de travail de recherche qui ne soit pas encore couvert par la collaboration existante. Et sur une même collaboration, on pourrait mobiliser, si nécessaire, plusieurs actions différentes ou plusieurs fois le même type d'action. Ce qui veut dire que sur un même contrat de collaboration de recherche, on pourrait par exemple accueillir en MAD dans le cadre de l'action 1 un personnel qui aujourd'hui est en CDI en entreprise et par exemple un jeune docteur qui serait recruté par le CNRS, partiellement affecté et accueilli dans l'entreprise. Les deux personnes de l'action 1 et de l'action 4 ayant vocation à venir travailler sur ce projet de collaboration de recherche. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Hein, un projet de collaboration de recherche, vous voyez ce que c'est. Bien entendu, il faut décrire le projet scientifique et il va y avoir un contrôle qui est effectué par une cellule locale constituée de la DRARI et de la DIRECT qui viendra vérifier qu'il y a effectivement un projet scientifique. Il faut que ça précise la durée de la collaboration, il faut que ça précise les modalités de financement. C'est pas parce qu'il y a des personnels qui sont pris en charge par cette mesure et qui donc, dont le salaire sera pris en charge par le CNRS, qu'il n'y a pas d'autres financements à prévoir dans le cadre du contrat de collaboration. Et donc, il faut le préciser. On travaille dans un cadre qui est extrêmement contraint, puisque cette mesure est financée par de l'argent européen, qui impose un certain nombre de choses. Et donc, on est très cadré au niveau des structures de recherche, dans le cadre de ce qu'on peut mettre dans les clauses des contrats de collaboration de recherche sur la propriété intellectuelle et l'exploitation des résultats. Donc, en gros, les droits de propriété intellectuelle, ils seront détenus à proportion des contributions du laboratoire et des contributions de l'entreprise. Typiquement, un personnel d'entreprise qui serait en MAD dans un laboratoire dans le cadre de l'action 1 et dont le salaire serait donc remboursé par le CNRS ne comptera pas dans les contributions de l'entreprise. Ensuite, les droits d'exploitation des résultats, ça doit prévoir qu'il y aura une rémunération de l'établissement au prix du marché conformément à la réglementation européenne. Alors ça, c'est important de bien comprendre que l'argent et les conditions qui sont associées pour pouvoir bénéficier de cette mesure, les établissements de recherche ont peu de marge de manœuvre. On va être contrôlé derrière sur l'utilisation de cet argent et l'audit, qui a de fortes chances d'être lancé par l'Europe, ira vérifier que l'ensemble des prérequis, notamment sur les droits de propriété intellectuelle et les droits d'exploitation des résultats, ont bien été respectés dans le contrat. Alors, ce qu'il faut savoir, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est que côté CNRS, on a passé une convention avec l'ANR qui précise toutes ces clauses et tous les prérequis. Et donc, on a mis en place une documentation type qui permet d'accélérer la discussion avec vous et la signature de la collaboration de recherche dès lors que la cellule territoriale étatique a validé le fait qu'il y avait bien un projet scientifique et que c'était éligible dans le cadre de cette mesure. Et donc, il y a également vos interlocuteurs au niveau régional ont également peu ou pas de marge de manœuvre pour discuter du contenu autre que scientifique de toutes les clauses juridiques qui sont dans ces contrats. Alors, quelles sont les entreprises éligibles? À vrai dire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont éligibles. La condition, c'est d'avoir été créé avant le 1er janvier 2019. Il n'y a pas de condition sur le secteur d'activité, sur la taille de l'entreprise. Il faut quand même que l'entreprise dispose des capacités internes à conduire des travaux de R&D, et donc des éléments vous seront demandés là-dessus.
il faudra également décrire, puisqu'on est dans le plan de relance, quelles ont pu être les difficultés qui ont été rencontrées en raison de la crise sanitaire et donc pourquoi est-ce qu'on va chercher à faire ce projet de recherche en collaboration et dans le cadre de la mesure de préservation de l'emploi de R&D. Il faudra que l'entreprise ne soit pas dans une situation financière dégradée au point de ne pas pouvoir respecter ses engagements au titre du contrat de collaboration de recherche. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne directement, mais en gros, l'État et l'Europe ont fixé un seuil à ne pas franchir. Pour une même entreprise, on ne peut pas soutenir plus de 20 personnes. Dans ce qu'on voit remonter actuellement, ce seuil-là n'est pas vraiment une difficulté, puisque tout au plus, même avec des grands groupes, on a aujourd'hui juste quelques personnels qui sont concernés. En sus de ce projet de collaboration de recherche, il faudra bien évidemment, puisqu'il va y avoir de la mobilité de personnel, soit de l'entreprise vers le laboratoire, soit de CDD du CNRS qui seront accueillis par le laboratoire, cadrer ça d'un point de vue contractuel, par des conventions de mise à disposition, par un cadrage du temps passé, avec une convention d'accueil dans l'entreprise. Je ne vais pas y revenir dans le détail, on va dire que ce sont les ficelles juridiques à mettre en action pour garantir le fait que ce personnel est bien affecté au projet et qu'il le fait en toute sécurité. Je vais passer la main à Julia. Je suis allée assez vite, n'hésitez pas à poser des questions. Julia, est-ce que tu as la parole? Oui, je pense. Vous m'entendez? Très bien. OK. Alors, pour la mise en œuvre donc, des partenariats, vos interlocuteurs de proximité restent les délégations régionales et sont aux manettes donc les services partenariat et valorisation des délégations. Donc pour la région PACA, vous avez 2 délégations. Vous avez donc la délégation Côte d'Azur avec mon homologue Sophie Deschintres qui s'est excusée pour aujourd'hui, elle n'a pas pu participer à la réunion. Et côté Provence et Corse, donc c'est moi-même avec ma responsable adjointe Louisa Sanchez. Donc, pour la mise en œuvre, nous accompagnons les laboratoires et les entreprises sur le montage du dossier. Donc, c'est vraiment au niveau des services partenariats qu'on monte l'intégralité du dossier, donc la saisie des informations sur la plateforme AMR et le calibrage du dossier par rapport à l'action par la suite. En termes de retour sur les dossiers qu'on a pu accompagner, c'est assez confortable pour les entreprises puisque tout le montage est fait au niveau des délégations régionales. Et donc, pour vous donner une idée de la volumétrie, donc au niveau du CNRS, aujourd'hui, on a pu créer 176 projets et on a signé, donc toujours au national, 16 contrats de collaboration de recherche. Et donc, on vous a donné, donc, par rapport aux typologies de partenariats et d'actions, on est davantage sur des partenariats avec des PME. Et les actions 4 et 1, donc l'action 4, je vous rappelle, c'est pour l'embauche de jeunes diplômés au niveau doctorat. Et l'action 1, donc c'est la mise à disposition de personnel à hauteur de 80% donc dans des unités de recherche. Donc ce sont ces 2 actions sur lesquelles on se positionne le plus. Et donc au niveau des 2 délégations, on est sur un volume voilà, à peu près d'une trentaine de dossiers avec en termes de contrats signés, à peu près une dizaine de contrats. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce plan de relance. Alors non, je n'ai pas de questions. Ça devait être très clair. Alors, si vous avez des questions, les slides vous parviendront de toute façon par mail. Vous aurez les contacts au sein du CNRS si des questions émergent entre-temps. Je vous remercie Chantal Vernis et Julia Fargeot pour votre intervention. Nous allons donner la main désormais à Marielle Campanella qui va nous présenter la partie financement projet européen.
Bonjour à tous et à toutes, je vais vous partager mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc, nous allons effectivement terminer ce webinaire avec un panorama des appels à projets européens, avec une actualité qui est toujours très riche au niveau européen. On va tout d'abord pouvoir parler des appels à projets en cascade funding, avec un aperçu des appels en cours particulièrement pertinents pour nos adhérents sur les thématiques propres au pôle SCS. Ensuite, quelques éléments sur les appels à venir ou les appels en cours au sein du programme Horizon Europe, en particulier avec les appels de 2022 qui vont ouvrir prochainement et pour lesquels les informations sont déjà disponibles. Quelques points ensuite sur le Conseil européen de l'innovation et les appels en cours au niveau de l'EIC. Et ensuite, je vous rappellerai quelques éléments sur l'accompagnement mené au sein du pôle SCS. Donc, comme à l'accoutumée, je vais revenir sur les appels à projets en cascade funding qui sont disponibles au niveau européen. Donc, pour rappel, si vous n'êtes pas trop familier avec ce type d'appellation, donc le cascade funding est un dispositif de financement européen qui est géré non pas en direct par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires sélectionnés eux-mêmes par la Commission européenne. Ceci vient en fait en réponse à un constat qui a été fait il y a quelques années sur le fait que le système de financement européen est parfois moins adapté à des petites structures, et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a lancé ce système de délégation de financement qui est en place maintenant depuis plusieurs années. Donc l'idée globale ici est donc de déléguer le financement pour une prise en charge plus agile vers des structures volontaires dont les pôles peuvent faire partie. Et donc, ce consortium répond à un appel à projet européen donné et sont financés sous la forme d'un projet classique au sein duquel une partie du budget est réservée dès la proposition pour être redistribuée dans le cadre de nouveaux appels gérés par le projet principal lui-même. Et donc, ce type de petits appels permet donc de financer des actions qui ciblent généralement les PME pour le soutien à l'innovation et également pour l'accompagnement financier par redistribution de financement. Donc, cette redistribution se fait sous la forme de nouveaux appels qui sont entièrement gérés par le consortium de ce projet européen principal. Et donc, tous les appels sont dépendants de chaque projet qui les anime. Et donc, chacun a ses propres spécificités. Donc, ces appels, qu'on appelle aussi open call, sont publiés sur les sites web de chacun des projets et également sur le participant portal de la Commission européenne, dont vous pouvez voir le lien ici même. Vous aurez les slides à la suite de ce webinaire, donc vous pourrez visiter ce lien si cela vous intéresse. En général, les dossiers de réponse sont assez légers, sont en général 10 à 15 pages en anglais. Les réponses à ces open calls peuvent se faire soit en individuel, en monopartenaire ou en consortium selon les critères établis par le projet principal. Et les évaluations sont gérées par les équipes projets et effectuées en général par des experts indépendants. Les projets qui sont ciblés sont en général des projets courts de l'ordre de 6 à 12 mois. Et la subvention se fait souvent sous la forme de forfait, ce qu'on appelle lump sum, ce qui facilite effectivement la vie des projets, ou parfois sur la base de justificatifs des coûts. La contractualisation se fait donc entre les bénéficiaires et le projet principal, et non pas avec la Commission européenne. Et lorsqu'on a des petits consortiums qui sont financés, des accords de consortium sont demandés. Comme dans tout dispositif européen, le double financement est interdit, c'est-à-dire qu'une action qui est financée par ce type de projet-là ne peut pas être financée en même temps par un autre financement à la même hauteur. Et donc, il est important de lire à chaque fois ce qu'on appelle les guides for applicants, donc les guides qui sont fournis par chaque projet principal, qui détaillent à chaque fois les modalités qui lui sont propres, donc les critères d'éligibilité, le montant des subventions, les modalités de candidature. Et n'hésitez pas à contacter également les partenaires des projets principaux afin d'obtenir des informations sur les contraintes particulières de leurs open calls.
Donc nous-mêmes, au sein du pôle SCS, nous faisons régulièrement le relais de tels appels. Et donc, si vous avez un besoin particulier pour un financement d'un petit projet ou d'un projet cible particulier par des dispositifs européens, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, de façon régulière, on identifie les appels à projets par Cascade Funding qui sont actuellement ouverts. Il y a des fiches qui sont disponibles sur notre site internet. Et là, spécifiquement, nous avons identifié une petite douzaine d'appels à projets actuellement ouverts et qui peuvent être pertinents sur les thématiques qui sont propres à SCS. Je vous rappelle que SCS n'est pas impliqué dans ces open calls, mais néanmoins, nous pouvons vous accompagner si vous souhaitez monter des dossiers spécifiquement. Donc, je vais passer en revue assez rapidement ces différents appels à projets. Donc, vous avez à chaque fois ici le nom du projet principal qui est ouvert, la thématique, le type de bénéficiaire recherché, les services proposés, les montants de subventionnement et les dates limites des appels à projets. Donc, on peut déjà mentionner l'appel à projet Intel IoT. Donc, c'est un projet de Cascade Funding sur le thème des applications IoT semi-autonomes avec des systèmes IA appliqués dans 3 grands domaines que sont l'agriculture, la santé et le manufacturing. Les candidatures peuvent se faire de façon individuelle pour des PME avec une subvention forfaitaire qui peut aller jusqu'à 100 000 € dans les secteurs indiqués pour des projets pilotes de l'ordre de 6 mois. Ce projet-là, cet appel à projet se clôt très prochainement le 1er novembre. Ensuite, l'appel à projet BonZap s'adresse en particulier aux spécialistes en IA. C'est un appel à projet monopartenaire et l'objectif est de répondre à 10 challenges industriels dans le domaine de l'industrie automobile, manufacturing, santé, industrie robotique, en utilisant des solutions IA. Et l'idée, ici, le projet BonZap propose une subvention jusqu'à 70 000 € de façon forfaitaire, avec la possibilité également d'utiliser des ressources en calcul intensif proposées par le projet. Et on est sur une deadline au 2 novembre. Ensuite, on peut passer à un autre sujet avec le domaine de la blockchain, avec le projet Blockstart, qui ici est un programme d'accélération pour les startups et les PME spécifiquement dans le domaine de la blockchain. Et l'idée ici est d'inciter les développeurs de solutions blockchain à développer ou adapter leurs solutions aux besoins des secteurs spécifiquement de la fintech et du commerce du détail. Et l'appel à projet se focalise à la fois sur les fournisseurs de solutions et sur les utilisateurs finaux. Et vous avez ici le type de financement, de tickets de financement, ce qu'on appelle des vouchers, qui sont proposés par le projet Blockstart. La deadline étant fixée au 10 novembre pour les candidatures. On est sur des candidatures individuelles ici. Ensuite, quelques appels à projets qui sont plus thématiques et orientés sur des domaines, sur des marchés spécifiques, avec en particulier le projet DigiCirque. Donc ici, c'est le 3e appel à projet du projet DigiCirque, cette fois-ci qui porte sur les solutions digitales pour la bioéconomie, avec un certain nombre de challenges spécifiques auxquels il faut répondre. Et le projet DigiCirque finance uniquement des mini-consortiums d'au moins 2 PME européennes, prêts à relever les défis de la bioéconomie avec des solutions digitales. Et le financement ici va jusqu'à 60 000 € par PME avec 2 phases, une phase de développement du plan d'affaires et d'adaptation de solutions digitales au domaine en question. Et ensuite, une 2e phase de démonstration de la solution dans un environnement réel adapté. Et la deadline ici est fixée au 10 novembre. Ensuite, une autre thématique, donc cette fois-ci sur le domaine de la santé, c'est le projet Platoon, où l'objectif est de développer des outils analytiques dans le domaine de l'énergie. Donc, ce projet s'adresse à des entreprises, des PME spécialisées en analyse de données dans le domaine de l'edge computing. Et le projet propose de façon, avec un appel en monopartenaire, jusqu'à 150 000 € de subvention, avec en plus un programme d'accompagnement de 9 mois sur ces sujets. La deadline est fixée au 1er décembre. Ensuite, un thème que l'on voit assez peu dans les cascades funding, c'est le projet AI for Media, qui se focalise sur l'IA appliquée au secteur des médias et au domaine de la société de l'information. Et ici, les appels à projets sont également en monopartenaire, donc pour les PME ou les ETI,
également pour les organismes de recherche, les RTO, avec deux types de financement, des financements pour la recherche, ce qui s'appelle le track number 1, et des financements pour plus applicatifs, track number 2. Et ici, la deadline est fixée au 1er décembre. Encore un autre appel focalisé sur une thématique marché particulière, c'est le projet Galatea, qui est porté par notre pôle homologue, le pôle mer Méditerranée, qui ici se propose de mettre en place un dispositif de cascade funding dans le domaine de la croissance bleue, donc c'est-à-dire Smart Ships, Smart Shipyard, Smart Port et surveillance maritime. Et il offre en particulier la possibilité de financement de prototypes ou de démonstrateurs de projets de transformation digitale dans ces secteurs. Et ici, les subventionnements peuvent être soit de façon individuelle, donc jusqu'à 20 000 €, ou bien par consortium de 2 PME, donc pour des prototypes et des démonstrateurs, jusqu'à 60 000 € par PME. L'appel à projet est actuellement en cours et va se clore le 8 décembre. On peut également mentionner dans le domaine de la santé l'appel à projet, l'open call du projet Escape, donc qui vise des applications IA et Big Data pour améliorer la qualité de vie des patients après un traitement du cancer. Donc ici, ce sont des candidatures en monopartenaire ou en consortium qui sont recherchées pour des spécialistes en IA ou en machine learning avec une expertise en application médicale dans ce domaine-là. Donc on est sur un subventionnement jusqu'à 40 000 € par projet et une deadline fixée au 10 décembre. Ensuite, dans le domaine un peu moins spécifique sur un marché mais plus technologique, on peut noter le projet IoT NGIN qui s'adresse en fait à des fabricants d'équipements IoT et aux développeurs de solutions logicielles embarquées afin de pouvoir intégrer ces entreprises dans le consortium IoT NGN avec un programme d'accompagnement et une subventionnement jusqu'à 150 000 € par projet sur une durée de 9 mois, avec une deadline donc à la fin de l'année au 30 décembre. Ensuite, de façon un peu plus transversale, on peut mentionner également l'appel à projet DIH4AI qui va porter en fait sur des expérimentations en intelligence artificielle dans des domaines précis que sont l'agroalimentaire, l'observation de la terre, la finance et les assurances, le manufacturing, l'administration publique. Et donc, l'idée est d'avoir une expérimentation au sein même d'une région avec un mini consortium composé de 2 entités. D'un côté, une PME ou une start-up, donc spécialiste en domaine, spécialiste dans l'IA et donc qui sera le leader de l'expérimentation. Et ensuite, ce qu'on appelle un DIH régional, donc un DIH Digital Innovation Hub, donc un écosystème d'innovation digitale qui accompagne la PME à la fois pour un support technique ou bien pour un mentoring ou pour un service d'accompagnement. Et ici, c'est important de noter que SCS est référencé comme DIH auprès de la Commission européenne, donc peut jouer le rôle de ce second partenaire d'accompagnement. Donc, si vous êtes intéressé pour monter un dossier dans ces thématiques-là, n'hésitez pas à nous contacter. On peut éventuellement répondre à vos besoins. Et en option, un troisième partenaire peut joindre éventuellement ce mini consortium, qui est cette fois-ci un utilisateur final dans les 5 domaines précités. Et ici, la subvention va jusqu'à 100 000 € pour le mini consortium et la deadline est à la fin de l'année, le 30 décembre. Et ensuite, pour terminer cette sélection qui n'a pas but d'être exhaustif, on peut noter l'appel à projet iEnergy qui se focalise sur des applications IA concernant les prochaines générations de systèmes énergétiques. Et donc, ce projet iEnergy cherche à financer des projets portés par des PME qui visent à élaborer de nouveaux algorithmes en IA avec des expérimentations dans le cadre de prototypes dans le domaine de l'énergie. Et la subvention ira jusqu'à 50 000 €. Le call va ouvrir très prochainement. Toutes les spécifications ne sont pas encore ouvertes, mais la deadline est déjà connue et sera en date du 13 janvier de l'année prochaine. Voilà. Au niveau des projets en cascade funding, on peut mentionner aussi de façon un peu plus exhaustive l'appel à projet qui s'ouvrira au mois de janvier prochain du projet Security, puisque cette fois-ci, c'est particulièrement c'est un projet dans lequel le pôle SCS est partenaire. Donc, c'est un nouveau projet européen qui a débuté le 1er septembre dernier,
coordonnés par le pôle SAFE et qui inclura donc des appels à projets pour financement en cascade funding dans le domaine de la sécurité, donc à la fois sécurité physique et sécurité digitale. Donc Security vise effectivement à cofinancer et à soutenir le développement de projets collaboratifs permettant le prototypage et l'expérimentation de solutions technologiques et solutions digitales dans le domaine de la sécurité, en prenant en compte des grands défis éthiques, juridiques et sociétaux qui sont propres à ce secteur. Donc après une phase d'analyse de la demande des cas d'usage qui est actuellement en cours auprès d'intégrateurs et d'utilisateurs finaux, une activité de matchmaking sera proposée par les différents clusters européens qui composent ce consortium, dont SCS fait partie, afin de permettre aux entreprises de trouver des partenaires européens pour pouvoir répondre aux 2 appels à projets que Security lancera donc en janvier 2022 et en février 2023. Donc, il y aura des tickets de financement qui iront de 74 à 88 000 euros par projet selon si les projets seront des prototypes ou des démonstrateurs. Donc, c'est en tout 3,6 millions d'euros que le projet Security reversera durant les 3 ans à 42 projets. Et pour l'instant, je peux déjà vous indiquer que 3 grands domaines sont en cours d'élaboration, 3 grandes catégories de cas d'usage. Donc, le premier sur la protection des infrastructures dites sensibles, telles que les installations électriques, les installations industrielles, les aéroports, les infrastructures hospitalières, les opérateurs électricité, de gaz et de télécom. Le deuxième domaine portera sur la résilience face aux catastrophes, dans le cadre de la prévention, de la préparation et également les technologies digitales pour les premiers et les seconds secours. Et ensuite, le troisième grand thème portera sur la protection des espaces publics, en particulier lors de grands rassemblements et de grands événements. Voilà. Des sessions d'information particulières seront organisées par le pôle SCS d'ici la fin de l'année, donc n'hésitez pas à suivre notre actualité si ces éléments vous intéressent. Donc voilà pour les appels à projets en cascade funding. On peut maintenant passer peut-être sur le programme Horizon Europe. Donc pour rappel, le programme Horizon Europe est le 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, donc pour la période 2021-2027. Donc c'est le successeur du programme Horizon 2020, pour lequel il n'y a plus d'appels. Les nouveaux appels maintenant sont dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc Horizon Europe est doté d'un gros budget de 95,5 milliards d'euros pour les 7 ans, qui correspond à une augmentation de 30% par rapport au budget d'Horizon 2020 et inclut 5,5 milliards qui provient du plan de relance pour l'Europe. Donc vous avez ici la structure globale du programme Horizon Europe et on s'intéresse nous ici particulièrement à ce qu'on appelle le pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle et européenne. Donc pilier qui est lui-même divisé en 6 clusters thématiques. Les thématiques et les technologies qui sont propres à SCS sont particulièrement présentes donc, dans le cluster 4, numérique, industrie et espace. C'est là où on retrouve tous les thèmes sur l'IA, le big data, l'IoT, la microélectronique, et également dans le cluster 3, sécurité civile pour la société, où on retrouve les thèmes pour la cybersécurité. Cependant, ces technologies sont également présentes de façon assez transverse dans chaque pilier qui sont plus orientés sur les thématiques marché, dans le domaine de la santé par exemple, de la société créativité, climat, énergie, mobilité et alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Pour rappel, je vous ai repris ici un slide qui est souvent présenté par le MESRI, qui rappelle le cycle de vie d'un projet Horizon Europe, depuis sa date de publication jusqu'à la diffusion et la valorisation des résultats. Donc la publication des appels se fait de façon régulière. Il y a souvent 1 à 2 appels par an sur les thèmes précités. Et les programmes sont connus sur des tranches de 2 ans. Donc là, les programmes 2021-2022 sont déjà complètement connus. En général, la durée, les appels sont ouverts sur une durée de 2 à 3 mois. Vous avez ensuite une étape d'évaluation et au bout de 4 à 5 mois, les résultats sont généralement connus. Et la phase de préparation du contrat pour les heureux lauréats dure en général 3 mois.
La mise en œuvre du projet correspond à la durée de vie des projets. On est en général sur des projets de 2 à 3 ans. Et ensuite vient l'étape de diffusion et de valorisation des résultats une fois que les projets sont clos et terminés. Donc, je vous propose de passer en revue rapidement les différents appels à projets européens qui ont lieu. C'est important de garder à l'esprit les taux de financement qui sont disponibles au niveau européen, les conditions de participation. Donc, il existe 3 types de projets, 3 catégories d'appels à projets européens. Les appels qu'on appelle RIA, donc c'est les actions de recherche et d'innovation. Qui sont des phases qui sont en général sur des TRL plutôt bas, c'est des phases de R&D de base, développement, intégration, essai, validation à petite échelle. Donc l'idée est d'arriver à des TRL 4 à 5 en fin de projet et donc sont financés 100% des coûts éligibles avec des taux en général de coûts indirects qui sont forfaitaires à 25% des coûts directs. Ensuite, on trouve les projets IA d'action d'innovation, donc avec un TRL un peu plus élevé. L'objectif est d'arriver à des TRL 6 à 8 en fin de projet. Donc, ce sont pour des projets qui sont un peu plus en aval en termes de développement, avec des taux de financement donc à 70% pour les entreprises et 100% pour les autres types d'organismes. Et ensuite, on trouve les actions de soutien et de coordination, les CSA, donc qui visent à structurer une communauté ou bien à préparer la mise en place d'appels à projets qui suivront dans les années qui suivent. Donc ici, on est plus sur des actions complémentaires stratégiques en termes de coordination, de sensibilisation, de mise en réseau. Et donc, ces projets sont financés à 100%. Donc, pour rappel, la plupart des projets, sauf exception, mais c'est vraiment très rare, sont des projets collaboratifs, donc qui nécessitent à minima 3 entités légales, donc 3 organismes indépendants qui proviennent chacun d'un État membre ou État associé différent. Donc, c'est 3 entités de 3 États membres différents. Les dossiers de candidature sont en général de 45 pages pour les actions RIA et IA et de 30 pages pour les actions CSA. Et je vous ai rappelé ici la structuration des appels à projets tels qu'on nous avait déjà été expliqué en détail dans notre webinaire précédent. Je ne reviendrai pas en détail ici. Donc, concernant donc le cluster 3, sécurité civile pour la société, on y trouve ici le thème de la cybersécurité. Donc, les appels à projets spécifiquement pour la cybersécurité sont en train de se clore pour l'année 2021. La deadline était, je crois, au 15 octobre. Et donc, on connaît déjà, par contre, les appels à projets cybersécurité pour l'année 2022. Donc, ces appels à projets ouvriront formellement le 30 juin 2022 pour se clore le 16 novembre 2022. Ça peut vous paraître assez lointain, mais puisque les appels sont déjà connus, rédigés de façon complète, c'est le moment d'éventuellement anticiper, si ces thèmes vous intéressent, le montage de consortiums. Donc, je vous ai déjà listé en fait les quatre appels qui sont présents. Donc, ces fiches projets seront disponibles dans le PDF que vous recevrez juste après le webinaire. Donc, vous y retrouverez à chaque fois l'appel à projet en question avec le lien sur le portail de la Commission européenne, le type d'action, le budget global pour l'appel en question, le budget attendu pour chaque projet. Donc ici, par exemple, il y a une ligne budgétaire de 21 millions d'euros avec des projets attendus de 4 à 5 millions d'euros, ce qui signifie que 4 projets seront financés pour cette ligne particulière et la deadline en question. Donc ici, on trouve essentiellement des projets sur le thème du Security by Design et des projets sur le thème de la cryptographie. Ensuite, concernant le cluster 4, donc sur le thème numérique. Donc ici, ce cluster vise de façon globale, vise à assurer la compétitivité industrielle de l'Union européenne et à faire face aux futurs défis mondiaux. Et donc, on y trouve 2 grands thèmes que sont la transition verte et la transition numérique. Donc, 2 grands sujets maintenant qui sont très importants au niveau de l'Union européenne. Et on y retrouve ici des projets dans tous les secteurs, donc dans le domaine de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie, tout en veillant à la réduction de l'empreinte énergétique des industries. Donc, le thème numéro 4
4 porte effectivement sur le domaine des données et du calcul. Le thème numéro 4 sur les technologies numériques émergentes en réponse au pacte vert. Et le thème numéro 6 sur le développement éthique et centré sur l'homme et les technologies numériques et industrielles. Donc, le plan de travail est également connu et les appels 2022 vont ouvrir le 23 novembre 2021 pour se clore donc le 5 avril 2022. Je vous ai fait ici une sélection des appels à projets qui sont particulièrement pertinents. Je ne vais pas y venir en détail, mais en tout cas, on trouve un sujet sur le thème du partage des données dans les espaces communs de données européennes. Ici, on s'intéresse au thème lié à la gouvernance de la donnée et à son échange au niveau européen. On trouve 2 sujets ici qui portent sur le renforcement de la capacité d'analyse des données au niveau européen et également 2 sujets sur le thème du cloud à l'edge pour l'IoT, pour les données européennes. Ici, ce sont des sujets qui sont quand même très spécifiques et très orientés IA, où l'idée est d'arriver à déplacer toute l'IA traiter dans le cloud pour la ramener sur l'edge en fonction des conditions particulières en termes de ressources, de consommation énergétique, etc. À noter ici que les budgets sont quand même très, très importants. On parle de 80 millions d'euros pour le financement en tout de 16 projets. On trouve également des appels à projets sur les processeurs ultra basse consommation, donc un projet ici même. 2 projets sur le leadership européen, un dans le domaine de l'électronique et un dans le domaine du photonique. On retrouve également un appel à projet, enfin 2 appels à projet sur le 6G et les domaines, les technologies de connectivité. Un appel à projet dans le domaine de l'innovation en IA, données et robotique, un appel à projet important de 19 millions d'euros pour financer 5 projets. Ensuite, 2 appels à projets sur l'optimisation des processus de production, également le déploiement de robots dans le domaine industriel. Donc, on est sur le domaine de la robotique de demain. Et un appel à projet sur le leadership européen dans les technologies émergentes. Donc là, on est sur des projets très amont en termes de recherche. À noter également la destination numéro 6 qui porte sur le développement éthique et centré sur l'homme et les technologies numériques et industrielles. Donc, 7 projets seront financés sur le thème du leadership en IA basé sur la confiance. Donc, c'est ici où on voit des projets sur ce qu'on appelle la cobotique et donc l'interaction entre humains et robots sur un même lieu sans gêne réciproque. Et également 2 appels à projets sur le thème de l'Internet de confiance. Et pour finir, donc 2 appels à projets également sur le thème de ce qu'on appelle la réalité étendue. Si ces thèmes vous intéressent, à noter qu'un atelier spécifique sur le thème de la réalité étendue va être organisé par les PCN numériques ce jeudi. Donc, autour de ce topic, le topic numéro 14, vous pourrez trouver l'agenda, les inscriptions sur le lien que vous aurez très prochainement. Donc, voici de façon assez rapide sur le cluster 3 et le cluster 4. On peut cependant mentionner aussi les autres programmes de travail qui comportent également des appels à projets qui intègrent des technologies digitales type IA, IoT et cybersécurité sur des sujets orientés marché. Donc, sur le cluster 1 santé, les appels à projets viennent d'ouvrir et vont se clôturer le 1er février pour les appels en 2 étapes et le 21 avril 2022 pour les appels en une seule étape. À noter qu'une journée d'information, un InfoDay, va être lancé par la Commission européenne le 28 octobre et un événement de brokerage, donc de réseautage, sera organisé le 29 octobre. Donc, vous trouverez ici tous les liens si ces éléments vous intéressent. Et on peut noter 2 appels à projets particulièrement pertinents qui visent à fournir une intelligence artificielle de confiance pour la prédiction et le suivi des maladies et des affections non transmissibles. Donc, c'est des projets assez amont. Sur le cluster numéro 2, donc culture, créativité et société inclusive, donc les appels vont se clôturer le 20 avril 2022 pour les appels 2022. À ma connaissance, il n'y a pas de réunion d'information pour l'instant qui sont prévues.
Sur le cluster numéro 5, climat, énergie et mobilité, donc les appels vont se clore le 10 février et le 6 septembre 2022. Et un webinaire sur la mobilité connectée aura lieu donc dès demain, organisé par les PCN français. Et un événement de mise en réseau a lieu aujourd'hui, demain et après-demain. Et vous avez ici les liens si ces événements-là vous intéressent. Et enfin, pour terminer, sur le cluster 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, les appels 2022 vont se clore le 15 février. Et donc, il y a un webinaire d'information qui a lieu aujourd'hui même. Vous aurez peut-être accès à la rediffusion sur ce lien. Et un Info Day organisé par la Commission européenne les 25 et 26 octobre. Et un événement de Brokerage le 27 octobre si vous cherchez des partenaires sur ces sujets-là. Voilà pour les appels spécifiques à Horizon Europe. Je vous propose de passer ensuite rapidement à l'EIC, donc qui est le Conseil européen de l'innovation. Donc c'est une nouveauté importante au sein d'Horizon Europe qui avait été testée à la fin du programme Horizon 2020. L'objectif de l'EIC en fait est d'accroître la capacité d'innovation des entreprises et d'accroître également la prise de risque des acteurs européens de la recherche afin de pouvoir renforcer de façon globale la compétitivité européenne. Et donc, l'EIC se présente vraiment comme le guichet unique européen pour l'innovation à l'image du Conseil européen de la recherche vis-à-vis de la recherche. Et l'EIC a pour objectif donc de soutenir des projets à fort potentiel d'innovation, à haut risque et qui conduisent à des innovations radicalement différentes en termes de produits, de services ou de business model par rapport à l'existant. Et donc, pour ce faire, 3 instruments sont proposés par l'EIC, que vous voyez ici. Donc, l'EIC Pathfinder, l'EIC Transition et l'EIC Accélérateur. Et donc, moi, je vous propose de vous focaliser en particulier sur l'EIC Pathfinder et l'EIC Accélérateur. Donc, voici une fiche de la même façon qu'on les établit pour les appels à projets nationaux. Donc, la fiche pour les appels à projets EIC Pathfinder. Donc, l'EIC Pathfinder vise à financer les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche risqué avec un fort potentiel d'innovation de rupture. Donc, l'EIC Pathfinder vise vraiment les projets qui permettent d'explorer des domaines et des thématiques de recherche qui sont susceptibles de déboucher sur des technologies de pointe jusqu'à la preuve de concept en laboratoire. Donc ici, on cherche des consortiums qui portent vraiment une vision convaincante à long terme d'une technologie qui est radicalement nouvelle et susceptible d'avoir un réel effet de transformation sur l'économie et sur la société de manière très ambitieuse. Donc on attend vraiment des projets extrêmement innovants. Cependant, innovant certes, mais qui s'adosse à une méthodologie de recherche très solide, à la fois à haut risque et à haut gain, mais également avec des objectifs concrets et atteignables. Donc à terme, l'idée est de pouvoir générer un produit, un service ou un process qui pourrait être porté potentiellement par une spin-off issue de ce projet-là. Le projet doit permettre donc le développement d'une preuve de concept qui permet donc de valider à la fois la faisabilité du projet et l'existence d'un marché. Donc, on est sur des TRL bas, des TRL 1 à 2 jusqu'à TRL 4. Donc, on est ici sur des projets collaboratifs avec au minimum 3 entités indépendantes de 3 États membres différents. Donc, entités qui peuvent être des PME, des startups, des ETI, des grands groupes, des universités, des organismes de recherche. Et donc, le subventionnement est à 100%, donc on est sur des RIA avec des budgets de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros par projet. Donc, il y a ce qu'on appelle 2 types d'appels à projets, les thématiques open, donc pour tout type de projet, pour tout type de sujet, et les appels challenge, qui sont sur des thèmes spécifiques qui ne sont pas encore connus. Les challenges de 2022 seront connus à la fin de 2021. On connaît déjà la deadline, en tout cas, de ces 2 appels-là. Pour le challenge open, ce sera le 2 mars, à confirmer, mais c'est ce qui est actuellement annoncé. Et ensuite, pour les appels challenge, donc le 26 octobre 2022. Ensuite, quelques mots rapidement sur l'EIC Accélérateur. Donc, l'EIC Accélérateur se situe vraiment entre les derniers stades de la recherche et la pénétration sur le marché. Et l'idée ici est vraiment de soutenir les startups et les PME les plus prometteuses
pour le déploiement d'innovations radicalement différentes, donc innovations de rupture sur le marché, jusqu'à ce qu'elles atteignent une phase de développement suffisamment attractive pour les investisseurs privés. Donc, on est ici sur des appels à projets monopartenaires, donc pour éventuellement des startups ou bien des PME ou bien des ETI de moins de 500 personnes. Donc ici, on cherche vraiment des entreprises avec des ambitions d'expansion rapide qui cherchent à déployer sur le marché des innovations de rupture à haut risque, potentiellement créatrices de nouveaux marchés. Des innovations qui sont également jugées comme trop risquées pour des investisseurs privés seuls et donc qui nécessitent un investissement important sur une longue période. Le mode de financement, plusieurs modes de financement sont possibles. Donc des modes de financement avec une subvention seule, donc qui va jusqu'à 2,5 millions d'euros pour couvrir le TRL jusqu'à TRL numéro 8, donc avec un taux de subventionnement à 70%. Cependant, ici, il faut pouvoir justifier de quelle façon est-ce que vous financerez votre TRL 9. Sinon, le mode de financement le plus souhaité, c'est ce qu'on appelle le mode de financement mixte, avec à la fois donc une subvention à 70% jusqu'à 2,5 millions pour couvrir les TRL 5 à 8, et ensuite une intervention en capital jusqu'à 15 millions d'euros, donc subvention en capital qui se fait par l'EIC lui-même en tant qu'organisme. Et l'idée à la suite de ça est que l'investissement soit relativement long et que l'EIC puisse ensuite quitter le capital d'ici une durée de 7 à 10 ans, voire plus. La sélection ici est assez particulière. Elle s'effectue étape par étape avec 3 grandes étapes. Tout d'abord, une étape de proposition simplifiée, ce qu'on appelle le pré-filtre, avec un dossier assez simple de 5 pages, un pitch vidéo et des decks de slides qui seront financés. Et ensuite, vous aurez de suite un go, no go sous un délai d'environ 3 à 4 semaines. Si vous êtes sélectionné, vous passez ensuite à l'étape suivante, qui est la proposition complète, qui inclut également un coaching de la part des services de l'EIC. Si votre dossier complet est retenu, vous passez ensuite à l'étape numéro 3 avec une audition devant un panel de sélection, devant un jury de spécialistes. Et si vous êtes fait partie des heureux élus, vient ensuite l'étape d'analyse de la santé financière de votre entreprise pour aller jusqu'à l'étape de subventionnement et d'intervention en capital. Il est important de préciser qu'en cas d'échec, à chaque étape, vous avez droit à une deuxième chance et une seule deuxième chance. Si jamais vous échouez une deuxième fois, vous avez ensuite une période de latence de 12 mois avant de pouvoir soumettre un nouveau dossier, ceci étant fait pour éviter les embouteillages, si je puis dire, au niveau de la Commission européenne. Donc, pour l'instant, il y aura plusieurs dates de relève au niveau de la Commission, donc qui sont prévues donc, le 6 avril 2022, 14 juin et 5 octobre. Attention, ce sont des dates de relève pour la proposition détaillée. Il faut auparavant que vous déposiez votre proposition simplifiée qui, elle, va prendre encore 4 semaines d'évaluation. Donc, gardez bien ces chiffres en tête. Voilà, donc pour terminer, 2 types d'appels à projets très rapidement. Donc tout d'abord, un appel à projet spécifiquement pour les femmes, donc ça s'appelle Women Tech EU. Donc cet appel à projet vise les startups hautement innovantes, fondées ou cofondées par des femmes et qui y occupent des postes de direction type PDG, CTO, etc. dans l'entreprise au moment de la soumission. Et donc ici, spécifiquement pour ce type d'entreprise portée par des femmes, la Commission européenne propose une subvention individuelle qui va jusqu'à 75 000 € et un programme d'accompagnement et de mentorat porté par l'EIC. L'appel à projet qui est actuellement en cours se clôt le 10 novembre avec un dossier assez bref à soumettre d'une dizaine de pages avec CV des candidates et pitch vidéo. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'initiatives spécifiquement pour les femmes. Donc, vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à vous pencher sur cet appel à projet-là qui est particulièrement intéressant. Et pour terminer, on peut mentionner aussi le retour des appels à projets Eureka Eurostar.
donc qui vise à financer, à soutenir et accompagner en particulier les PME innovantes impliquées dans des projets collaboratifs. Donc, on est vraiment sur des sujets ouverts qui s'appliquent à tout type de domaine technologique, tout type de produits, procédés et services pouvant ensuite déboucher sur une commercialisation sur le marché. Donc ici, l'objectif est de financer des partenaires qui sont impliqués dans des projets innovants transnationaux, puisqu'on est sur des projets collaboratifs de 2 partenaires minimum, avec au moins une PME qui porte le projet. L'objectif principal est d'avoir une commercialisation dans les 2 ans qui suivent la fin du projet. Donc les financements sont ici non pas faits par la Commission européenne, mais par BPI France pour les partenaires français et ensuite par les homologues dans les autres pays européens. Donc on retrouve des taux de financement assez classiques de ce que BPI propose, donc 40% pour les PME, 30% pour les entreprises de moins de 2000 salariés et 40% pour les laboratoires. L'appel à projet est actuellement en cours et se clôt le 4 novembre. Voilà. Donc, les appels Eureka, Eurostar nécessitent effectivement des consortiums, comme ça peut l'être pour les appels Horizon Europe dont je vous ai parlé précédemment, et également certains projets de l'EIC. Donc, pour ce faire, SCS vous accompagne également dans votre recherche de partenariat. Nous sommes associés à un certain nombre de clusters dont vous avez la carte ici. Donc, qui représente un réseau européen dense et actif pour votre recherche de partenariat. Nous sommes également membres de l'Alliance Silicon Europe dans le domaine de l'électronique et la microélectronique et membres du partenariat Ensure collaboratif dans le domaine de la cybersécurité. Donc, si vous recherchez des partenaires spécifiquement, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on active notre réseau pour voir si votre recherche de compétences peut également trouver réponse dans ces réseaux-là. Et ensuite, pour terminer, je vous rappelle l'offre d'accompagnement permanente que nous avons au sein de notre catalogue de services. Donc, offre d'accompagnement montée avec le cabinet Inextinso pour vous aider dans toutes les étapes de dépôt de vos offres de projet, de votre réponse d'appel à projet européen, donc de la qualification jusqu'à la soumission de votre dossier. Et donc qui inclut effectivement l'identification et la recherche de partenaires, l'aide et le soutien à la rédaction, les éléments financiers également. Donc cette offre complètement packagée se fait avec le cabinet Nextinso. Donc vous avez en bleu clair les tâches menées par SCS et en bleu marine les tâches menées par Nextinso, avec une offre tarifaire particulière pour nos adhérents, avec un tarif fixe pour la soumission et une prime au succès en cas de remport, de gain d'une subvention. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ces éléments vous intéressent. Donc, voilà, je vous laisse mes coordonnées ici même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, je suis tout à fait à même d'y répondre. Je pense qu'on a un petit peu débordé en termes de timing. Nadira, je te laisse la main dans le cas où il y aurait des questions auxquelles je pourrais répondre de façon rapide. Merci Marielle. Juste avant de donner la main à Nadira pour les questions-réponses, vous avez vu qu'il y a c'est relativement dense. Donc, ce qui est important, c'est d'anticiper, parce que là, bon, on a cité un certain nombre d'appels à projets qui se clôturent sur la partie Europe dans le mois qui vient ou en fin d'année. Il y a l'aspect récurrent donc, de ces appels à projets dans l'année. Donc, ce n'est pas au moment où il y a la session d'info comme on le fait aujourd'hui, ou alors vous avez un projet qui est en deuxième passage ou autre, qui est déjà, entre guillemets, packagé. Mais ce qui est très important, c'est de bien anticiper, de s'imprégner. Bon, vous nous sollicitez si besoin, hein, et de bien s'imprégner de l'esprit. Les taux de financement sont hauts hein, sur l'Europe, hein, de manière générale. Les taux de succès, c'est relativement sélectif aussi, mais ce serait vraiment dommage de passer à côté. Hein. Il y a énormément de financement possible et toutes les thématiques qui sont au sein du pôle. Voilà. Donc, Nadira, effectivement, tu peux prendre la main pour les questions-réponses. Merci Marielle, merci Gérard. Bon, Marielle, je pense que tu as été très claire. Je n'ai aucune question concernant les appels à projets européens. Je rappelle que de toute façon, ton adresse mail sera indiquée dans les slides que nous allons adresser aux
aux participants. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les appels à projets européens, donc pour Marielle Campanella, ou concernant les appels à projets français. Donc, vous pouvez me contacter, Nadira Lepagno. Vous avez également mon adresse mail dans les slides. Juste avant de vous quitter, un petit rappel sur la prochaine rencontre qui a lieu ce jeudi au bioparc de Sophia Antipolis sur la data au service de la santé pour la médecine personnalisée. On sera heureux de vous accueillir. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Vous découvrirez notamment les dernières innovations qui répondent aux problèmes des déserts médicaux. Donc, je pense que ça va être un événement vraiment très intéressant. Concernant le webinaire, donc nous vous remercions de votre participation. Vous aurez un petit questionnaire qui va s'afficher au moment de votre déconnexion. Donc vraiment, c'est un questionnaire rapide qui vous prendra une petite minute. Je vous remercie de prendre le temps d'y répondre. Et puis, donc, on remercie donc, de nouveau tous les intervenants de cette session webinaire et on vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.